Et si l'une des idées les plus ancrées dans notre société, le fameux collectif, n'était en fait qu'une construction de notre esprit? C'est la question, un peu provocatrice je vous l'accorde, qu'on va explorer aujourd'hui. On va décortiquer ensemble une analyse qui vient bousculer pas mal de certitudes. Alors accrochez-vous, parce que ça pourrait bien changer notre façon de voir les choses. Tout commence avec cette question, qui a l'air toute simple, mais qui est en fait redoutable. Quand on parle du bien commun ou de la société, est-ce qu'on imagine vraiment la même chose que la personne d'à côté? L'auteur de l'analyse qu'on examine suggère que, il y a de fortes chances que non. Et c'est justement cette différence qui serait la première faille dans l'idée même du collectif. Pour planter le décor et nous faire sentir le danger potentiel de cet idéal collectif, l'auteur va chercher une citation. Et pas n'importe laquelle, une de Carl Jung. Et là, attention, ça décape un peu. Ça suggère que quand un individu se fond dans la masse, ce n'est pas toujours le meilleur de lui-même qui ressort. Au contraire, le collectif pourrait devenir une sorte de refuge pour des instincts, disons, moins glorieux. C'est une sacrée mise en garde pour commencer. Bon, alors entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est au juste le collectif? L'analyse nous prévient tout de suite. Attention, le concept est tout sauf solide. C'est même un terrain très très glissant. On l'entend partout, tout le temps. Le collectif, c'est plus important que l'individu. C'est au nom de ce grand principe qu'on va justifier des lois, des impôts. Mais l'analyse qu'on étudie vient nous poser la question, ok, mais au nom de quel collectif exactement? Qui décide de ce qu'est le bien commun? Et c'est là que, forcément, ça se complique. Et c'est vraiment là que l'argument devient puissant. L'auteur nous invite à ne plus voir le collectif comme un bloc, un monolithe. Non, imaginez plutôt un nuage, un truc flou, sans forme précise, qui change tout le temps. Une sorte de mosaïque d'idées qui bien souvent ne sont même pas d'accord entre elles. Allez, premier exemple très concret, la commune. Pour quelqu'un qui habite un petit village, le collectif, ça va être la survie de la petite école ou du dernier commerce. Pour un habitant d'une grande ville, ce sera peut-être d'avoir un métro toutes les 3 minutes. Ce sont deux réalités, deux collectifs du quotidien qui n'ont quasiment rien à voir l'un avec l'autre. Passons à un niveau supérieur, la nation. Le collectif par excellence, non? Là aussi, l'auteur nous montre que chacun se fait sa propre idée. Pour l'un, la nation, c'est avant tout une histoire commune. Pour l'autre, c'est une langue. Pour un troisième, ce sont des paysages. Au final, on a presque autant de définitions de la nation qu'il y a de citoyens. Difficile de parler d'un concept objectif dans ce cas. Et un dernier exemple un peu plus inattendu. Pour un entrepreneur, son groupe de clients, c'est un collectif bien réel. C'est même vital pour son activité. C'est son collectif. Mais ce groupe, pour l'entrepreneur juste à côté, qui vend autre chose, il est complètement invisible, il n'existe pas. Ça montre bien que le collectif, c'est souvent une question de point de vue. Cette comparaison, elle est très parlante. D'un côté, une commune où le collectif se joue sur la place du marché, autour du clocher. De l'autre, une métropole où il se définit par des réseaux, des infrastructures, deux mondes, deux réalités. L'idée qu'il y aurait un grand collectif qui engloberait tout ça, elle commence sérieusement à prendre l'eau, non? Alors là, pour vraiment nous faire saisir le cœur de son raisonnement, l'auteur nous emmène en voyage. Il utilise une métaphore visuelle magnifique, les salines de Maras, au Pérou. Regardez bien cette image, parce qu'elle résume à elle seule toute l'idée. Alors qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette image? De loin, on se dit « Waouh, quel travail collectif incroyable !» Un paysage spectaculaire, qui est le fruit du travail de générations entières. Mais, si on s'approche un peu, la réalité est tout autre. Chaque petit bassin, en fait, appartient à une seule famille, à un seul individu, qui s'en occupe seul. Le paradoxe, il est là. L'œuvre qu'on perçoit comme collective n'existe en fait que dans le regard de celui qui observe. La réalité du terrain, elle, c'est une somme d'efforts individuels. Du coup, la question qui tue devient inévitable. Si le collectif est une illusion, ou du moins une perception, alors à qui profite-t-elle? Pourquoi est-ce qu'on entretient cette idée? L'auteur a un avis assez tranché là-dessus. On arrive ici à la conclusion de l'auteur, et elle est radicale. Pour lui, chercher ses réponses dans un collectif abstrait, c'est comme courir après une chimère, une illusion. Baser ses choix de vie sur un concept qui n'a pas de définition objective, ce serait se perdre. C'est une pensée assez déstabilisante quand on y réfléchit. Et l'auteur ne mâche pas ses mots. Il va même beaucoup plus loin. Je cite directement, parce qu'il est essentiel de bien attribuer ses propos. Pour la source de notre analyse donc, cette illusion du collectif serait carrément un outil de pouvoir qui permettrait à une certaine élite de vivre aux dépens des autres, tout en imposant sa propre vision du monde. Mais attention, pour ne pas tomber dans une conclusion trop simpliste, l'analyse se termine avec une autre citation, cette fois de Gustave Le Bon. Et celle-ci, elle vient tout complexifier. Elle introduit un concept fascinant, l'égoïsme collectif. Ça suggère que peut-être un certain sens du groupe, même s'il est égoïste, est nécessaire à la survie d'une société. Le débat n'est donc pas juste individu contre collectif, c'est bien plus subtil.
Au bout du compte, on ressort de cette exploration non pas avec une réponse toute faite, mais avec un doute puissant et fondamental. On est parti d'une question simple et on se retrouve avec cette interrogation vertigineuse. Où est la frontière? Où s'arrête l'individu? Où commence le collectif? Cette ligne, si tant est qu'elle existe, n'est peut-être pas tracée sur une carte, mais plutôt à l'intérieur de chacun. Et c'est peut-être à chacun, justement, de tenter de la trouver.